Ne vous souvenez pas de cela? Sur ces audios, sur les vidéos, sur plusieurs d'entre elles. Ouais. Dans mes films, malheureusement, tout le monde est mort. Ma mère et moi sommes des survivants de l'ouragan Katrina. D'accord. Et, mon acte de naissance a été emporté par Katrina. Dans la chambre d'hôtel. Cela montrait qu'elle était allongée par terre, sur le tapis. Le monde a vu sa part de criminels impitoyables. Mais certains crimes sont si brutaux et bizarres qu'ils défient la logique. Ce ne sont pas juste des tueurs. Ce sont les tueurs les plus fous. Du crime glaçant d'Alton Coleman à l'attaque brutale de Sean Finnegan, ces tueurs ont franchi une ligne qui a changé leur vie à jamais. Commençons. Nous, le jury, recommandons que la peine de mort soit infligée à l'accusé Alton Coleman. Le 29 mai 1984, une mère nommée Juanita Witt a placé sa confiance en un homme qu'elle pensait être un ami. Cet homme était Alton Coleman. Il s'était lié d'amitié avec Juanita et passait du temps avec sa fille, Vernita Witt. Mais en un instant, cette confiance a été brisée. Coleman a enlevé Vernita et l'a emmenée à Waukegan, dans l'Illinois. Les jours ont passé et les pires craintes de Juanita ont été confirmées. Le 19 juin, le corps sans vie de Vernita a été découvert dans un bâtiment abandonné. Elle avait été agressée et étranglée. Ce n'était que le début d'une série de crimes terrifiants qui s'est étendue sur 6 États, laissant une traînée de dévastation dans son sillage. Coleman n'était pas seul dans sa frénésie. Sa partenaire, Deborah Brown, était à ses côtés alors qu'il ciblait des victimes innocentes, jeunes et âgées. Juste 2 jours après le meurtre de Vernita, Coleman a trompé un homme nommé Robert Carpenter pour qu'il le laisse rester chez lui. Le lendemain matin, Coleman a volé la voiture de Carpenter et a disparu. En juin, Coleman et Brown avaient déjà attaqué 2 autres enfants, Annie Turks et sa nièce, Tamika Terps. Alors qu'Annie a miraculeusement survécu, Tamika n'a pas eu cette chance. Son corps a été retrouvé plus tard dans un champ, marquant une autre tragédie. Mais Coleman et Brown ne se sont pas arrêtés là. Ils ont enlevé et tué Donna Williams, âgée de 25 ans, laissant son corps se décomposer à des kilomètres de chez elle. Avec chaque attaque, la brutalité s'intensifiait. Dans l'Ohio, le couple a étranglé une enfant nommée Rochelle Temple et sa mère, Virginia, avant de cacher leur corps dans un vide sanitaire. Ils ont également cambriolé des maisons, ligoté les résidents et volé leurs biens. Lorsque les autorités ont réalisé l'ampleur de leurs crimes, le duo était devenu l'un des criminels les plus recherchés d'Amérique. Alors que, les meurtres continuaient, le FBI a placé Alton Coleman sur leur liste des 10 criminels les plus recherchés. Le 13 juillet 1984, la violence de Coleman et Brown a atteint son paroxysme lorsqu'ils ont brutalement attaqué Harry Walters et sa femme Marlene. Ils sont arrivés chez eux en prétendant être intéressés par l'achat d'une caravane que le couple avait mise en vente. C'était probablement un stratagème pour entrer chez eux sans éveiller de soupçons. Une fois à l'intérieur, Coleman et Brown ont perpétré une agression violente. Harry Walters a été grièvement blessé et laissé inconscient, mais a réussi à survivre. Malheureusement, Marlene Walters n'a pas survécu. Elle a perdu la vie lors de l'attaque. Madame Walters a été assassinée. Son mari a été battu jusqu'à perdre connaissance. Le couple a été découvert par leur fille. Conscients d'être traqués, Coleman et Brown ont continué à se déplacer, changeant de véhicule, se déguisant et allant même jusqu'à kidnapper un professeur d'université. Cependant, leur chance a finalement tourné le 20 juillet 1984, lorsqu'un homme à Evanston, dans l'Illinois, a reconnu Coleman et a appelé la police. Les agents ont rapidement encerclé un parc où les deux étaient assis. Brown a essayé de s'éloigner lorsqu'ils se sont approchés, mais elle a été attrapée et fouillée. Dans son sac à main se trouvait une arme chargée. Coleman a également été fouillé, et un couteau à steak a été trouvé caché dans ses chaussettes. Le cauchemar était enfin terminé. La justice a agi rapidement, l'Ohio a eu la première opportunité de les poursuivre, et tous deux ont été condamnés à mort. L'application d'un tel courage doit être poursuivie jusqu'à votre mort. Pour l'attaque sur l'histoire de Pawnee et le meurtre de Marlene Walters, ainsi que plusieurs autres meurtres. Coleman, qui avait également reçu des condamnations à mort dans l'Indiana et l'Illinois, a fait appel plusieurs fois, mais n'a pas réussi à changer son sort. Le 26 avril 2002, Alton Coleman a été exécuté par injection létale. Son dernier acte a été de réciter le psaume 23, avant de rendre son dernier souffle. Pendant ce temps, la peine de mort de Brown a finalement été commuée en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en raison de son faible QI et de ce que certains appelaient une relation de maître-esclave avec Coleman. Elle reste derrière les barreaux, purgeant sa peine. Les crimes d'Alton Coleman et Deborah Brown ont dévasté des familles et semé la peur. Alors que Coleman a été exécuté, la douleur qu'il a causée demeure. Les familles des victimes sont laissées avec des souvenirs et des questions sans réponse.
Notre prochain cas révèle que parfois, les horreurs les plus glaçantes sont capturées par la caméra du tueur lui-même. Que pensez-vous de l'homme capable de faire cela? Que dites-vous de lui? Qui ressemble à quelqu'un sous l'emprise de drogue ou quelque chose du genre? Le 26 février 2024, Brian Stephen Smith était assis au tribunal, connu comme le meurtrier de la carte mémoire, ne montrant aucune émotion alors que son procès pour les meurtres brutaux de 2 femmes autochtones d'Alaska commençait. Les crimes qu'il a commis étaient au-delà de l'horreur et les preuves contre lui étaient accablantes. Smith, originaire d'Afrique du Sud, était devenu citoyen américain, peu de temps avant ses crimes. Il ciblait des femmes vulnérables qui étaient sans abri à Anchorage, en Alaska. Ses actions étaient si cruelles que même le juge les a décrites comme des cauchemars. L'affaire a pris un tournant choquant en 2019 lorsqu'une femme qui avait volé le téléphone de Smith a fait une découverte horrifiante. Sur son téléphone se trouvait une vidéo montrant la torture et le meurtre de Kathleen Henry, âgée de 30 ans. La femme a rapidement remis les images à la police, ce qui a conduit à une enquête intense. Alors que, les détectives examinaient la vidéo, ils ont entendu la voix de Smith, son accent sud-africain distinctif, narrer la scène brutale comme s'il réalisait un film d'horreur. « Dans mes films, tout le monde meurt toujours », a-t-il dit. On le voyait frapper et étrangler Henry tout en lui disant de mourir. Pourtant, ce n'était que le premier chapitre. Smith a ensuite avoué avoir tué Veronica Abucha, âgée de 52 ans, qui avait disparu depuis 4 mois. Il a dit qu'il l'avait prise en charge pendant que sa femme était absente, l'a ramenée chez lui et lui a tragiquement ôté la vie. Après une dispute, il a ensuite laissé ses restes au nord d'Anchorage, où les autorités ont ensuite trouvé des preuves du crime. Pendant le procès, le jury a visionné les vidéos horribles, mais le public a été épargné de ce spectacle d'horreur. Bien que le visage de Smith n'était pas visible dans les enregistrements, sa voix glaçante suffisait à l'identifier. Il a fallu moins de 2 heures au jury pour le déclarer coupable. Après un procès de 3 semaines, le juge Kevin Saxby n'a pas mâché ses mots lors de la condamnation. Il s'est assuré que Kathleen Henry et Veronica Abuchak ne soient pas seulement rappelées comme des victimes, mais comme de vraies personnes qui méritaient justice. Smith a reçu une peine stupéfiante de 226 ans, 99 ans pour chaque meurtre, plus du temps supplémentaire pour d'autres accusations, y compris agression et falsification de preuves. Étant donné que l'Alaska n'a pas la peine de mort, c'était la punition maximale qu'il pouvait recevoir. Je suis d'accord qu'il devrait rester en détention pour le reste de sa vie, sans possibilité d'être jamais libéré. Tout au long du procès et de la condamnation, Smith est resté impassible, ne montrant jamais de remords pour ses actes. Mais la justice avait été rendue et il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Le cas de Brian Stephen Smith est un rappel brutal du mal dans le monde réel. Bien que les familles des victimes ne puissent pas retrouver leurs proches, elles peuvent trouver un certain réconfort en sachant qu'il ne sera jamais libre à nouveau. Dans notre prochain cas, les preuves n'étaient pas aussi claires, laissant des questions persistantes sur le fait que la justice ait vraiment été rendue. As-tu avoué à ta mère? Oui, madame. Comment avouer quelque chose que tu n'as pas fait? Je continue de te le dire. Combien de fois dois-je te le dire? Par une nuit glaciale de mars 2008, Memphis a été secoué jusqu'à son cœur par une scène de crime horrible sur Leicester Street. 6 personnes ont été brutalement assassinées à l'intérieur d'une maison. C'était un crime si atroce qu'il est devenu connu comme le pire meurtre de masse de l'histoire de la ville. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé les victimes dans des conditions troublantes. Certaines ont été abattues, d'autres poignardées et toutes brutalement battues. Miraculeusement, 3 jeunes enfants ont survécu, bien qu'ils aient été grièvement blessés. Toute la ville voulait justice et la pression s'est intensifiée sur les forces de l'ordre pour trouver le meurtrier. En quelques jours, la police a arrêté Jesse Dodson, âgé de 33 ans, le frère de l'une des victimes, Cecil Dodson. Les autorités ont affirmé que Jesse, dans un accès de rage alcoolisé, avait tué son frère après une dispute, puis avait tué 5 autres personnes pour éliminer les témoins. L'affaire était si médiatisée qu'elle a même été présentée dans la série documentaire criminelle The First Cronthwet. Lors de l'interrogatoire, Jesse a avoué les meurtres, mais a ensuite retiré sa déclaration, en disant qu'il avait été forcé d'avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Malgré cela, l'accusation a poursuivi son action. Le procès a avancé rapidement et en 2010, Dodson a été reconnu coupable et condamné à mort pour 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Des années plus tard, Jesse Dodson se bat à nouveau pour sa vie. Pas dans une salle d'audience en tant que prévenu, mais en tant que détenu dans le couloir de la mort. Suppliant pour que sa condamnation soit annulée, il a déposé une requête de 249 pages affirmant que ses droits constitutionnels avaient été violés lors de l'interrogatoire. Son équipe juridique soutient que sa confession était fausse, ayant été obtenue sous une pression psychologique extrême. La requête indique que la police a utilisé des tactiques agressives et des menaces, et a même retenu des preuves cruciales qui auraient pu désigner un autre suspect. Selon l'équipe juridique de Dodson, les meurtres pourraient être le résultat d'une vengeance de gang,
et non d'un conflit familial. Ils affirment que Cecil Dodson, le frère de Jesse, était profondément impliqué dans des activités de gang et aurait pu provoquer des individus dangereux. Le FBI a même suggéré que la scène du crime portait des signes d'une exécution de style cartel. Mais cette information n'a jamais été présentée au tribunal. Pour ajouter au doute, les preuves médico-légales n'ont pas placé Jesse sur la scène du crime. Aucun ADN, aucun sang et aucune preuve physique ne le liaient au meurtre. Encore plus troublant, des échantillons de cheveux trouvés sur 2 des victimes n'ont pas encore été testés, ce qui signifie que des preuves cruciales pourraient avoir été négligées. L'équipe de défense de Jesse Dodson pousse maintenant pour que sa condamnation soit annulée, arguant que le dossier contre lui a été construit sur une base fragile. Ils croient qu'il était une cible facile, un homme avec un passé troublé, forcé à avouer sous la contrainte. Malgré ces appels, la Cour suprême du Tennessee a rejeté la demande de Dodson pour un recours après condamnation et l'a condamné à mort. Cependant, il ne montre aucun remords pour son acte. Mais son combat est loin d'être terminé. Avec de nouvelles preuves et des questions sans réponse, beaucoup se demandent si Memphis a condamné le mauvais homme. Et si c'est le cas, le véritable meurtrier est-il toujours en liberté? Une chose est certaine, les meurtres de Leicester Street restent l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire de Memphis. Et la vérité attend peut-être encore d'être découverte. Nous nous tournons maintenant vers une affaire où la victime et le coupable se heurtent dans une histoire choquante de manipulation et de meurtre. D'un côté d'une balance où je n'obtenais vraiment pas beaucoup de couverture. Je n'étais pas en mesure de réellement exprimer mon opinion. Je ne pouvais pas informer. Pendant des années, Didi Blanchard a été vue comme une mère dévouée, sacrifiant tout pour s'occuper de sa fille en phase terminale, Gypsy Rose. Attachée à un fauteuil roulant, nourrie par un tube et luttant contre une longue liste de graves problèmes médicaux, Gypsy était l'image d'un enfant dans le besoin. Cependant, le 10 juin 2015, tout a changé. Didi a été retrouvée poignardée à mort chez elle, et la fille sans défense que tout le monde plaignait avait disparu. Quelqu'un a-t-il kidnappé Gypsy Rose? Ou cette fille innocente n'était-elle pas si innocente après tout? Pendant des années, Gypsy Rose a vécu sous le contrôle de sa mère, Claudine Didi Blanchard. De l'extérieur, Didi semblait être une mère dévouée, s'occupant d'une fille en phase terminale. Mais la vérité était bien plus sinistre. Didi souffrait du syndrome de Munchausen par procuration, un trouble psychologique où un soignant fabrique ou provoque une maladie chez une personne dépendante pour attirer l'attention et la sympathie. Gypsy n'a jamais été malade. Elle était victime des mensonges et des mauvais traitements de sa mère. Elle était isolée du monde, privée d'éducation et punie physiquement chaque fois qu'elle remettait en question sa réalité. En grandissant, elle a commencé à réaliser la vérité. Sa mère n'était pas sa sauveuse, mais sa geôlière. Désespérée de s'échapper, Gypsy s'est tournée vers Internet. En 2012, elle a rencontré Nicholas Godjon sur un site de rencontres chrétiens. Il était socialement maladroit, obsédé par des fantasmes sombres et croyait avoir un côté maléfique. À mesure que leur relation s'approfondissait, Gypsy le voyait comme sa seule issue. Elle a convaincu Nicholas de l'aider à tuer sa mère. Le 10 juin 2015, Gypsy s'est cachée dans la salle de bain de leur maison dans le Missouri pendant que Nicholas exécutait l'attaque brutale. Il a poignardé Dead à plusieurs reprises pendant son sommeil. Ensuite, ils se sont enfuis au Wisconsin, où ils ont été arrêtés plus tard. Le crime horrible a choqué la nation. Les enquêteurs ont découvert des années de fraude médicale, de tromperie et de préjudices orchestrés par Didi. La vérité sur les fausses maladies de Gypsy a été révélée et la sympathie du public s'est tournée vers elle. Beaucoup croyaient qu'elle avait été poussée à commettre le crime. Gypsy a accepté un accord de plaidoyer pour meurtre au second degré et a été condamnée à 10 ans de prison. Mais Nicholas, qui avait commis le meurtre, a fait face à un sort bien plus sévère. Malgré la défense qui soutenait qu'il avait été manipulé en raison de son autisme. Quelque chose qui s'est passé. Je sais, je l'ai déjà dit dans mes déclarations, c'est vraiment la vérité, donc je vais juste le répéter. Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais il a choisi de rester silencieux et impassible tout au long du verdict. Gypsy a purgé 7 ans avant d'obtenir une libération conditionnelle, maintenant libre. Elle a exprimé de profonds remords en déclarant « Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, je le regrette chaque jour ». Elle s'est depuis mariée et essaie de reconstruire sa vie. Nicholas, cependant, reste en prison, croyant toujours que Gypsy était son âme sœur et qu'ils étaient destinés à être ensemble. Notre prochain cas concerne le mal pur où une femme a été assassinée par un homme qui n'a montré aucune pitié. Meurtre au premier degré lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'un viol aggravé en août 2024, Sean Finnegan a été condamné à mort. Pour l'enlèvement, l'agression et le meurtre de Jennifer Paxton en 2019 à Oak Ridge, Tennessee.
Par une froide nuit de décembre 2019, Jennifer Paxton a disparu. Sa famille et ses amis ont cherché désespérément en espérant qu'elle reviendrait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle était tombée entre les mains d'un monstre. Un homme qui n'a montré aucune pitié. Un homme nommé Sean Finnegan. Jennifer, une femme de 35 ans originaire du Tennessee, avait été enlevée et emmenée dans l'appartement de Finnegan à Oak Ridge. Ce qui s'est passé derrière ces portes closes relevait du cauchemar. Sean Finnegan, un homme de 56 ans, n'était pas seul dans ses crimes. Sa petite amie, Rebecca Dishman, a joué un rôle dans l'horreur qui a suivi. Jennifer a été retenue captive, torturée et agressée de manière trop horrible à imaginer. Pendant des semaines, Finnegan l'a maltraitée, sans montrer de remords. Puis il a décidé qu'il était temps de mettre fin à sa vie. Mais il ne l'a pas fait rapidement. Il l'a étranglée lentement avec une ficelle, s'arrêtant entre-temps pour prendre des pauses cigarettes. Quand Jennifer a finalement rendu son dernier souffle, Finnegan et Dishman ont enveloppé son corps dans des sacs poubelles et l'ont placé dans un congélateur dans leur chambre. Des mois ont passé et les proches de Jennifer n'avaient aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Mais en août 2020, la police est arrivée chez Finnegan pour une perquisition. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait la découverte horrifiante. Le corps de Jennifer avait été retiré du congélateur et poussé sous son lit. Les preuves étaient claires. Finnegan et Dishman ont tous deux été arrêtés. Lorsque l'affaire est passée au tribunal, les procureurs ont décrit le crime, expliquant comment Finnegan avait retenu Jennifer contre sa volonté et lui avait causé d'immenses souffrances avant de lui ôter la vie. Aussi une légère blessure au bas du dos, et cela se verrait sur les photographies. De la ligne médiane, juste ici. Dishman, réalisant qu'il n'y avait pas d'échappatoire, a décidé de témoigner contre Finnegan. En échange, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité, évitant ainsi la peine de mort. Cependant, Finnegan n'a pas eu cette chance. Son crime était trop brutal, ses actions trop maléfiques. Le jury savait ce qu'il méritait. En 2024, après un long procès, justice a été rendue. Le jury a condamné Sean Finnegan à mort. Cependant, il est resté impassible et n'a montré aucun remords. Le coupable de meurtre au premier degré est accusé l'acte avec un travail supplémentaire pour fixer la peine de mort. Le juge a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de place pour la clémence. Il paierait pour ce qu'il a fait. Mais malgré la sentence, les experts juridiques pensent qu'il ne sera peut-être jamais réellement exécuté. Avec le long processus d'appel du Tennessee et l'État ayant suspendu les injections létales depuis 2022. Finnegan pourrait mourir de cause naturelle avant que sa sentence ne soit jamais exécutée. La famille de Jennifer, bien que dévastée, a trouvé une certaine fermeture. Ils ne la retrouveraient jamais, mais l'homme responsable ne serait jamais libre à nouveau. Malgré leur douleur, ils sont restés forts, ont lutté pour la justice et ont gagné. Savoir que Finnegan ne peut plus jamais nuire à quiconque leur apporte un peu de paix. Ensuite, Catherine Knight, une femme dont les crimes brutaux ont choqué la nation. Connue pour ses actions terrifiantes, le cas de Knight a révélé un niveau de violence et de cruauté glaçant que peu pouvaient comprendre. Le 1er mars 2000 est gravé à jamais dans les esprits des habitants d'Aberdeen, en Australie. Jamais auparavant et vraiment jamais après, un crime de cette nature n'a été perpétré par une femme. Un meurtre si inexplicablement odieux qu'il affecte encore tous les officiers appelés sur les lieux à ce jour. Rien ne pouvait vous préparer à ce que vous êtes sur le point de voir. Aberdeen, Nouvelle-Galles du Sud. Une ville tranquille où le crime était rare. Mais le 1er mars 2000, un crime si inimaginable s'est déroulé qu'il a envoyé des ondes de choc à travers l'Australie. Quand John Price ne s'est pas présenté au travail, ses collègues inquiets ont appelé la police. Les officiers sont arrivés chez lui, frappant à plusieurs reprises. Pas de réponse. Mais ce qu'ils ont vu par la fenêtre était suffisant pour forcer l'entrée. À l'intérieur, ils sont entrés directement dans une scène d'horreur, tout droit sortie d'un cauchemar. John Price avait été dans une relation nuisible avec Catherine Knight pendant des années. Bouchère de métier, femme violente par nature, Catherine avait une fascination profonde pour les couteaux, la violence et le contrôle. Ses relations passées étaient marquées par des menaces, des violences physiques et un comportement troublant. Dans un cas, elle avait tenu un ancien partenaire sous la menace d'un couteau, exigeant qu'il la reprenne. Dans un autre, elle avait tranché la gorge de son chiot comme avertissement. Lorsque Price a finalement essayé d'échapper à son emprise, déposant une ordonnance restrictive après l'un de ses accès de colère, il a dit à ses amis que si jamais il disparaissait, Knight serait à blâmer. Malheureusement, il avait raison. Dans la nuit du 29 février 2000, Knight est arrivé chez Price sous le prétexte d'une réconciliation. Ce qui s'est passé ensuite était de la pure horreur. Elle a attendu qu'il s'endorme, puis a lancé son attaque sadique.
Utilisant un couteau de boucher, Knight a poignardé Price 37 fois. Des coups profonds et sauvages perçant les organes vitaux. La force brute de l'attaque a projeté du sang sur les murs, mais ses désirs tordus n'étant pas satisfaits. Avec une précision glaçante, elle a écorché tout son corps, suspendu la chair à un crochet à viande dans le salon et cuisiné des parties de son corps. Elle a disposé 2 assiettes sur la table, chacune étiquetée avec les noms des enfants de Price, suggérant qu'elle prévoyait de leur faire manger leur père. C'était si horrible que des enquêteurs aguerris ont eu besoin de thérapie après avoir vu la scène. Knight a été trouvé dans un état drogué, ayant pris une poignée de pilules, probablement en tentant de simuler un faux suicide. Elle a été arrêtée immédiatement. Lors de l'interrogatoire, elle a affirmé ne se souvenir de rien, mais les preuves étaient indéniables. Son procès a été l'un des plus infâmes d'Australie, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Le juge, horrifié par les détails, a déclaré qu'elle était trop dangereuse pour être jamais libérée. Elle est devenue la première femme de l'histoire australienne condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Au tribunal, Knight n'a montré aucune émotion, pas de larmes, aucun remords. Juste un regard vide et glaçant, alors que le crime était exposé en détails déchirants. La famille de John Price était assise, choquée et horrifiée, forcée de revivre la douleur inimaginable de ses derniers instants. Bien que la justice ait été rapide, le traumatisme laissé par Knight ne s'effacerait jamais. Même derrière les barreaux, Knight reste une énigme terrifiante. Une femme si dépourvue d'empathie que même les criminels endurcis la craignent. Elle mourra en prison, et le monde s'en porte mieux. Notre prochain cas nous emmène dans le monde impitoyable du crime organisé, où une femme a gravi les échelons du pouvoir par le meurtre et des exécutions de sang-froid. Mais ce qui la rendait encore plus terrifiante, c'est qu'elle n'épargnait même pas ses propres alliés. Elle était la plus grande importatrice de cocaïne de l'époque. Connue dans les villes à travers les États-Unis comme la marraine pour sa brutalité de type mafieux. La guerre des gangs fait rage à travers la ville depuis 3 ans. Miami a connu des changements dramatiques dans le taux d'homicide. Nous sommes passés probablement de 80 à 100 meurtres par an à presque 300 à 400. Au cœur du Miami des années 1970, où l'argent coulait à flot et où la violence régnait dans les rues, un nom faisait frémir même les criminels les plus endurcis. Griselda Blanco. Elle n'était pas juste un seigneur de la drogue. Elle était la reine de la rétribution, éliminant quiconque se dressait sur son chemin avec une efficacité impitoyable. Mais son règne de terreur ne s'arrêtait pas aux rivaux commerciaux. Même ceux qui lui étaient les plus proches n'étaient pas en sécurité. Au moment où son empire s'est effondré, Blanco était lié à plus de 200 meurtres, y compris celui de son propre mari, lui valant le surnom glaçant de la veuve Blanco. Les racines criminelles de Blanco étaient profondes. Elle a commencé sa vie de crime enfant en Colombie, organisant des escroqueries et des enlèvements, avant de se lancer tête baissée dans le commerce. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, elle a rapidement dominé le marché des substances à Miami, innovant de nouvelles méthodes de contrebande et amassant des millions par mois. Mais avec le pouvoir est venue la paranoïa. Blanco ne faisait confiance à personne. Elle dirigeait son opération d'une main de fer, ordonnant des exécutions brutales sans hésitation. Des fusillades en voiture, des assassinats en plein jour. Les rues de Miami sont devenues une zone de guerre sous son règne, et les forces de l'ordre en ont eu assez. Le FBI a lancé l'opération Banshee, un effort total pour faire tomber Blanco. En 1985, leur patience a porté ses fruits. Les agents ont arrêté Blanco en Californie, l'accusant de 3 chefs de meurtre au premier degré. Mais même derrière les barreaux, son influence persistait. Les autorités craignaient qu'elle ne continue d'orchestrer des meurtres depuis sa cellule de prison. Et puis est venu le rebondissement le plus choquant. Alors qu'elle purgeait sa peine, les procureurs ont découvert des preuves la liant à une douzaine d'autres meurtres, y compris un contrat pour tuer un enfant à cause d'une dette de drogue impayée. Malgré la montagne de preuves, Blanco a conclu un accord de plaidoyer, échappant à la peine de mort et ne purgeant que 7 ans avant d'être expulsé vers la Colombie. Mais le karma n'en avait pas encore fini avec elle. En 2012, alors qu'elle sortait d'une boucherie à Medellín, un assassin à moto l'a abattue, utilisant le même style d'exécution qu'elle avait employé sur tant de ses propres ennemis. L'héritage de Griselda Blanco reste celui du sang et de la peur. Elle n'était pas juste un autre chef de cartel. Elle a redéfini le commerce de la drogue, prouvant qu'une femme pouvait être tout aussi mortelle qu'un homme dans le milieu criminel. Et pourtant, à la fin, elle est devenue victime du même monde qu'elle avait créé. Son histoire sert de rappel terrifiant que dans le monde du crime, la loyauté
est éphémère et le pouvoir a toujours un prix. Notre prochain cas nous plonge dans le monde tordu d'une femme qui a joué un jeu mortel de tromperie. Son charme était une arme, et ses victimes ne voyaient jamais le danger avant qu'il ne soit trop tard. Voici l'histoire de Sheila Davalloo. Envoie un message à mon numéro pour faire attaquer ton voisin. En 2002, un quartier tranquille du Connecticut est devenu le théâtre d'un triangle amoureux tordu qui se terminerait par l'obsession, la trahison et le meurtre. Sheila Davalloo semblait être une femme ordinaire et intelligente, jusqu'à ce que sa fixation mortelle sur un autre homme mène à 2 attaques violentes que personne n'avait vues venir. Sheila était mariée, mais elle avait une obsession dangereuse pour son collègue, Nelson Sessler. Le problème, il était déjà en couple avec Annalisa Raimundo, et Sheila ne supportait pas d'être le second choix. Pendant des mois, elle a soigneusement manipulé la situation, essayant de saboter la relation de Nelson. Elle appelait chez Annalisa, prétendait être d'autres femmes et semait des rumeurs au travail. Mais rien de tout cela n'était suffisant. Nelson restait engagé envers Annalisa. C'est alors que Sheila a décidé d'éliminer sa concurrence. C'était un crime déclenché par l'obsession d'une amante, et cela a conduit la police dans un labyrinthe d'impasses et un grand, étrange rebondissement. Le 8 novembre 2002, Annalisa a été retrouvée brutalement assassinée dans son appartement à Stamford. Elle avait été poignardée plusieurs fois et battue, son domicile saccagé pour faire croire à un cambriolage. Il n'y avait pas de suspects immédiats, et l'affaire est rapidement devenue froide. Sheila, pendant ce temps, agissait comme si de rien n'était, continuant sa liaison avec Nelson, tout en gardant son mari dans l'ignorance. Mais la soif de contrôle de Sheila ne s'est pas arrêtée à Annalisa. Un an plus tard, en 2003, elle s'est retournée contre son propre mari. Sheila a convaincu Paul Christos de jouer à un jeu les yeux bandés, puis l'a soudainement poignardé 2 fois dans la poitrine. Il a à peine survécu, s'échappant et appelant le 911. Alors que les ambulanciers se précipitaient pour le sauver, Sheila a fait un geste choquant. Elle a appelé Nelson, pas le 911, alors que son mari se vidait de son sang. Cette erreur a tout révélé. Sheila a été arrêtée pour l'attaque contre Paul et condamnée à 25 ans. Mais alors que les enquêteurs creusaient plus profondément, ils l'ont liée au meurtre d'Annalisa. Les preuves ADN, les relevés téléphoniques et son historique de jalousie ont scellé son sort. En 2012, elle a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à 50 ans de prison. Je clame mon innocence. Pas si Sheila Davalloo avait eu son mot. Mais c'est un cas où je suis accusée d'avoir tué quelqu'un. Sheila n'a jamais montré de remords pour ses crimes. Même au tribunal, elle est apparue froide et détachée, refusant d'assumer la responsabilité. Son histoire reste l'un des cas les plus glaçants d'obsession devenant mortelle, où l'amour, la jalousie et la tromperie ont fini dans un bain de sang. Et le plus effrayant, c'est que si son mari n'avait pas survécu, elle aurait pu s'en tirer avec tout cela. Notre prochain cas nous emmène vers une infirmière apparemment attentionnée, à qui l'on confie la vie d'enfants innocents. Mais à huis clos, elle est devenue une tueuse silencieuse. Lorsque les autorités ont découvert ce qu'elle avait fait, cela a laissé toute la communauté médicale sous le choc. Beverly Allitt, une infirmière dont la mission de tuer les patients les plus jeunes et les plus vulnérables sous sa garde, a horrifié une nation. Tous les regards anxieux pour apercevoir le pire de la Grande-Bretagne. Tueuse en série, une ancienne infirmière, Beverly Allitt, commence ce soir une peine sans fin pour avoir tué 4 enfants sous sa garde et blessé 9 autres. Elle a été condamnée à perpétuité 13 fois et on lui a dit qu'il n'y avait aucune chance réelle qu'elle soit un jour libérée. Au début des années 1900, l'hôpital de Grantham et Kestevan en Angleterre est devenu le centre d'un mystère terrifiant. Des bébés et de jeunes enfants, auparavant stables, ont commencé à souffrir de soudaines urgences médicales inexpliquées. Certains se sont rétablis, mais d'autres, tragiquement, n'ont pas survécu. Les médecins étaient déconcertés, les parents étaient dévastés, et personne ne soupçonnait l'amicale infirmière pédiatrique qui était toujours à leur chevet, Beverly Allitt. Allitt se présentait comme une infirmière dévouée et attentionnée. Elle consolait les parents en deuil, rassurait les médecins et semblait profondément investie dans le bien-être de ses patients. Mais derrière cette façade, elle ciblait systématiquement des enfants innocents, les injectant avec des doses mortelles d'insuline et de potassium, ou les étouffant. Entre février et avril 1991, elle a attaqué 13 enfants, en tuant 4 et laissant d'autres, avec des handicaps permanents. Pourtant, personne ne s'est rendu compte de ce qui se passait, jusqu'à ce que le schéma émerge. Alors que les enquêteurs reconstituaient les cas, ils ont remarqué une tendance inquiétante.
Beverly Halit était présente à chaque urgence. L'hôpital a lancé une enquête interne, découvrant des dossiers médicaux manquants et des preuves de falsification. Les soupçons se sont rapidement tournés vers Halit. Et lorsque les tests médico-légaux ont confirmé que plusieurs victimes avaient été délibérément empoisonnées, elle a été arrêtée. La nuit dernière, Beverly Gale Halit, âgée de 23 ans, de Grantham, une ancienne infirmière de l'hôpital de Grantham et Kesteven, a été inculpée de 4 chefs de meurtre, 8 chefs de tentative de meurtre et 8 chefs de coups et blessures graves. Au cours de tous les entretiens, elle a maintenu son innocence. Son procès a révélé toute l'horreur de ses crimes. Elle s'en était prise aux plus vulnérables, tout en prétendant être leur protectrice. Le tribunal a entendu des détails glaçants de ses attaques calculées et comment elles prospéraient dans le chaos et l'attention qu'elles apportaient. En 1993, Beverly Halit a été condamnée à 13 peines de réclusion à perpétuité pour ses crimes, faisant d'elle l'une des pires tueuses d'enfants de l'histoire britannique. Elle a été diagnostiquée avec le syndrome de Munchausen par procuration, un trouble où les soignants nuisent aux autres pour obtenir de la sympathie et de l'attention. Au lieu de la prison, elle a été envoyée à l'hôpital sécurisé de Rampton, un établissement psychiatrique où elle se trouve encore aujourd'hui. Les familles ont été laissées dévastées. Les parents qui lui avaient fait confiance devaient maintenant vivre avec la vérité insupportable que la personne censée sauver leurs enfants était celle qui les avait emportés. Halit n'a jamais montré de véritable remords. Même maintenant, alors qu'elle purge sa peine, il y a des craintes qu'elle puisse un jour être libérée, suscitant l'indignation des familles des victimes. Elle était censée guérir les malades. Au lieu de cela, elle est devenue l'une des tueuses médicales les plus notoires de tous les temps. Notre prochain cas nous amène à une femme dont l'ambition impitoyable l'a conduite à orchestrer une exécution de sang-froid. Elle n'a pas agi seule. Elle tirait les ficelles dans l'ombre, manipulant les autres pour faire le sale boulot. Mais lorsque la vérité a éclaté, son sort était scellé. Et si... Christy peut m'entendre. Si tu peux t'échapper quelque part, Christy, appelle soit à la maison, soit la police de Niagara dès que possible. Il est recherché pour une série d'agressions, 2 en mai dernier et 1 juste la semaine dernière. Et la police dit que ces attaques suivent toujours le même schéma. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, le Canada était saisi par la peur alors que de jeunes femmes disparaissaient pour être retrouvées assassinées. Au centre de tout cela se trouvait Paul Bernardo, un homme plus tard exposé comme le violeur de Scarborough. Mais il ne travaillait pas seul. Son complice? Une femme qui a choqué le monde par sa participation sans cœur, Karla Homolka. Karla n'était pas seulement une complice involontaire. Elle était une participante active aux agressions et meurtres horribles de plusieurs victimes, y compris sa propre sœur cadette, Tammy Homolka. Ce qui rendait cette affaire encore plus troublante, c'était la façon dont elle jouait le rôle de la petite amie parfaite, et plus tard, de l'épouse dévouée. Derrière des portes closes, elle aidait à attirer les victimes, à dissimuler les crimes et à manipuler ceux qui l'entouraient. Au moment où les autorités ont commencé à relier Bernardo aux crimes violents, Karla a élaboré un plan d'évasion. Elle s'est présentée comme une femme battue, affirmant qu'elle avait été victime des mauvais traitements de Paul et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se soumettre. En 1993, Karla a conclu un accord de plaidoyer, connu sous le nom de Pacte avec le diable, où elle a accepté de témoigner contre Bernardo en échange d'une peine de 12 ans pour homicide involontaire. À l'époque, les procureurs ont cru à son histoire, mais tout a changé lorsque de nouvelles vidéos ont fait surface. Ces vidéos ont prouvé que Karla n'était pas une victime. Elle était une participante volontaire. Elle la montrait en train de rire et de prendre plaisir au mal infligé à leurs victimes. Mais c'était trop tard. Son accord de plaidoyer ne pouvait pas être annulé. Paul Bernardo a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mais Karla a été libérée en 2005 après avoir purgé sa peine complète de 12 ans. Elle a changé de nom, déménagé et même fondé une famille, tentant d'effacer son passé. Mais le public n'a jamais oublié ce qu'elle avait fait. Ses tentatives de se fondre dans une vie normale n'ont fait qu'entraîner l'indignation publique chaque fois que l'on découvrait où elle se trouvait. La libération anticipée de Karla Homolka reste l'une des décisions juridiques les plus controversées du Canada. Les familles des victimes, ainsi que le public, se sont sentis trahis par le système judiciaire. Comment quelqu'un d'aussi impliqué dans des crimes aussi horribles pouvait-il être autorisé à marcher librement? Même aujourd'hui, elle vit sous un nuage de suspicion. Beaucoup croient qu'elle n'a jamais vraiment payé pour ses crimes. Son cas sert de rappel terrifiant que parfois, les personnes les plus dangereuses ne ressemblent pas à des tueurs. Mais elles le sont. Ensuite, Shay Groves,
une femme dont l'obsession pour le true crime a pris un tournant sombre et mortel. Une femme obsédée par les tueurs en série qui a poignardé à mort son petit ami par intermittence a été condamnée à perpétuité. Avec au moins 23 ans de prison, Shay Groves a été condamnée à la Crown Court de Winchester pour le meurtre de Frankie Fitzgerald, âgé de 25 ans. Dans la chambre faiblement éclairée d'une femme obsédée par les tueurs en série, une fantaisie tordue est devenue une réalité horrifiante. Shay Groves, une femme de 27 ans, originaire du Hampshire, s'entourait de livres sur le crime, d'armes et de portraits glaçants de meurtriers célèbres. Pour les autres, son obsession n'était rien de plus qu'une fascination sombre. Mais à l'été 2022, l'obsession est devenue mortelle lorsqu'elle a brutalement assassiné son petit ami, Frankie Fitzgerald. Frankie Fitzgerald pensait vivre une romance passionnée, mais en réalité, il était dans une relation dangereuse et toxique avec une femme vivant dans un monde de fantaisie. Shay, alimenté par la jalousie, la manipulation et un sens tordu du contrôle, a transformé leur maison en scène de crime. Aux premières heures du 17 juillet 2022, alors que Frankie Fitzgerald dormait dans son lit, elle a utilisé un poignard pour lui trancher la gorge, puis elle l'a poignardé 17 fois. La nuit du meurtre, une dispute a dégénéré en bain de sang. Shay, convaincu que Frankie la trompait, est entré dans une rage jalouse. Mais ce n'était pas juste un accès de passion. C'était prémédité. Avec un poignard inspiré de ses histoires criminelles préférées, elle a poignardé Frankie 17 fois, le laissant se vider de son sang sur leur lit. Et alors qu'il rendait son dernier souffle, elle a allumé une cigarette et a regardé calmement. L'horreur ne s'est pas arrêtée là. Au lieu d'appeler à l'aide, Shay a dissimulé son crime. Elle a envoyé un message à son ami, se vantant du meurtre comme s'il s'agissait d'une scène de film d'horreur. Elle a même essayé de mettre en scène le crime, faisant croire que Frankie l'avait attaqué en premier. Mais la vérité était indéniable. Le sang imbibait le lit. L'arme du crime était toujours chez elle, et ses propres messages trahissaient son esprit tordu. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé une femme étrangement calme, comme si elle venait de réaliser un fantasme macabre. Pendant le procès, les procureurs ont dressé un tableau glaçant d'une femme qui brouillait les frontières entre la fiction et la réalité. Shay avait idolâtré des tueurs en série réels, étudié leurs méthodes, et était finalement devenue l'une d'eux. Elle a tenté de jouer la victime, prétendant la légitime défense, mais les preuves étaient accablantes contre elle. Le jury a vu à travers ses mensonges, et elle a été condamnée à la prison à vie, avec un minimum de 23 ans derrière les barreaux. Lorsque le verdict a été prononcé, le comportement froid de Shay s'est finalement fissuré. La femme, qui se vantait autrefois de son crime, était maintenant assise sous le choc. Il n'y avait pas d'issue, plus de manipulation à jouer. Pour la famille de Frankie, la condamnation était douce amère. La justice avait été rendue, mais rien ne pouvait le ramener. Ils avaient perdu un fils, un frère, un ami, à cause d'une femme qui avait transformé son obsession en réalité. Shay Groves se délectait de ses sombres fantasmes, mais notre prochain tueur a adopté une approche différente, contrôlant les autres pour faire le sale boulot à sa place. C'est un crime choqué à travers cette ville. Une fille de 14 ans poignardée devant chez elle par 2 adolescents impliqués dans un complot malsain. En hiver 2008, Toronto, au Canada, était recouverte de neige, alors que les familles célébraient la nouvelle année. Mais pour une famille, la nuit se terminerait dans l'horreur. À seulement 14 ans, Stéphanie Rangel avait toute sa vie devant elle. Une adolescente brillante, gentille, avec des rêves de devenir policière. Mais en sortant de chez elle ce soir-là, elle n'avait aucune idée qu'elle était attirée dans un piège mortel. Son meurtrier n'était pas un étranger, et la personne qui a orchestré tout cela, elle n'a même pas levé le petit doigt. Melissa Todorovich n'avait que 15 ans, mais elle était déjà dangereuse. Pas de la manière dont la plupart des gens imaginent les tueurs. Il n'y avait ni armes, ni violence physique. À la place, elle utilisait quelque chose de bien plus insidieux. Manipulation. Elle avait un besoin obsessionnel de contrôle, surtout sur son petit ami, David Bagshaw. Mais il y avait une chose qui se dressait sur son chemin. Stéphanie Rangel. Melissa Todorovich, âgée, harcelait son petit ami David Bagshaw pendant des mois avec un ultimatum diabolique. Pas de sexe, tant que la fille voyait en rival n'était pas morte. Melissa détestait Stéphanie. Pas parce qu'elles étaient rivales, mais parce que Stéphanie avait brièvement parlé à David des années auparavant. Cela suffisait. Dans l'esprit de Melissa, Stéphanie devait être effacée. Pendant des mois, Melissa a empoisonné les pensées de David, exigeant qu'il prouve son amour en tuant Stéphanie. S'il hésitait, elle le traitait de faible. Elle menaçait de le quitter. Elle lui disait qu'il ne valait rien. Au début, David résistait. Il savait que le meurtre était mal, mais Melissa ne lâchait jamais prise. Elle lui envoyait des textos,
Des messages le pressaient sans relâche, jusqu'à ce qu'enfin, il cède. Jour de l'an 2008. Stéphanie Rangel a reçu un message. David était dehors. Il voulait parler. Il faisait froid, mais Stéphanie n'a pas hésité. Elle connaissait David. Il n'était pas un étranger. Elle est sortie. David l'a emmené loin de la maison, dans une rue tranquille. Puis, soudainement, il a attaqué. Il l'a poignardé 6 fois, puis s'est enfui. Mais Stéphanie n'est pas morte tout de suite. Même après l'attaque brutale, elle a essayé de ramper jusqu'à chez elle. Elle n'y est jamais arrivée. Alors qu'elle agonisait dans la neige, David a envoyé un dernier message. Il a dit à Melissa que c'était fait. Sa réponse? Elle a souri. Melissa pensait qu'elle était intouchable. Elle n'avait pas tenu le couteau. Comment pouvait-elle être coupable? Tuer Stéphanie. Cela pourrait avoir été plus votre idée que la sienne. Idée, ai-je raison? D'accord. Mais les enquêteurs ont découvert une trace numérique glaçante. Ces messages à David ne laissaient aucun doute. Ce n'était pas un acte de violence aléatoire. C'était un meurtre prémédité, orchestré par une adolescente. Pendant son procès, les procureurs ont révélé Melissa pour ce qu'elle était. Une manipulatrice de maître qui a transformé une rancune mesquine en meurtre. Le jury a vu à travers ses mensonges. Et en 2009, Melissa Todorovic a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 7 ans. Todorovic a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné adulte à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 7 ans. Bagshaw a plaidé coupable de meurtre au premier degré et purge une peine de prison à vie adulte sans possibilité de libération conditionnelle 10 ans. La mère de Stéphanie a sangloté en décrivant la douleur inimaginable de perdre sa fille dans un acte de violence aussi insensé. Et Melissa, elle a à peine réagi. Même en prison, sa réputation restait glaçante. Elle n'était pas seulement une meurtrière. Elle était une manipulatrice, une adolescente qui jouait le rôle de marionnettiste et faisait faire le sale boulot par quelqu'un d'autre. Et une fille innocente en a payé le prix. Melissa Todorovic a utilisé la manipulation pour orchestrer un meurtre. Notre prochain cas se concentre sur une femme froide et calculatrice, qui n'a pas seulement participé à un crime. Elle a orchestré un assassinat. Donna Scrivo, âgée de 61 ans, semble fatiguée et usée. L'ancienne infirmière, dernier témoin accusé dans le meurtre de St. Claire Shores et le démembrement de son fils, Ramsey. Scrivo a affirmé qu'un homme masqué avait tué son fils et menacé de mort elle et sa famille si elle en parlait à quiconque. En janvier 2014, une série de sacs poubelles noirs ont été découverts éparpillés le long d'une autoroute du Michigan. À l'intérieur, des parties de corps. Les autorités ont rapidement identifié la victime comme étant Ramsey Scrivo, âgé de 32 ans, un homme dont la vie s'était terminée dans une brutalité inimaginable. Mais la partie la plus horrifiante, la personne responsable était sa propre mère. Donna Scrivo, une ancienne infirmière, avait toujours été vue comme une mère dévouée. Mais derrière les portes closes, les choses étaient loin d'être normales. Ramsey avait des problèmes de santé mentale, et Donna avait même demandé à devenir sa tutrice légale. Mais ce qui semblait être une mère essayant d'aider son fils a pris une tournure sombre et tordue. Le 27 janvier 2014, Donna a signalé la disparition de Ramsey. Mais quelques jours plus tard, ses restes démembrés ont été retrouvés entassés dans des sacs poubelles, jetés négligemment le long de la route. La police a immédiatement soupçonné un acte criminel, et toutes les preuves pointaient vers Donna. Oui, nous allons publier une photo d'une personne d'intérêt que nous espérons, que les citoyens pourront nous aider à identifier, ainsi qu'un véhicule que nous aimerions également voir si nous pouvons relier. Les enquêteurs ont fouillé la maison de Donna, découvrant une scène de crime macabre. Ils ont trouvé des taches de sang, une tronçonneuse et des produits de nettoyage, tous des indices clairs d'un meurtre brutal et d'une dissimulation. Le médecin légiste a confirmé que Ramsey avait été drogué et étranglé avant que son corps ne soit démembré. Donna avait ensuite placé ses restes dans des sacs, conduit autour et les avait jetés comme des ordures. Les images de sécurité montraient Donna achetant une scie à main et des produits de nettoyage juste un jour avant que Ramsey ne soit tué. La preuve que c'était prémédité. Elle a été arrêtée sur le champ. Donna Scrivo a tout nié, affirmant qu'un intrus masqué avait tué son fils et l'avait forcé à se débarrasser du corps. Mais les preuves étaient accablantes. Les procureurs disent qu'elle a drogué et étranglé son propre enfant, l'a découpé avec une scie électrique et a jeté ses restes. Les preuves ne jouaient pas en sa faveur. La vidéo de sécurité la montre en train d'acheter la scie utilisée pour tuer son fils. Après un court procès, elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de démembrement et de falsification de preuves. Le juge lui a infligé une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, s'assurant qu'elle ne serait jamais libérée. Au tribunal, Donna est restée impassible, même lorsque le jury l'a condamnée pour le meurtre de son propre enfant.
Les amis et la famille de Ramsey étaient dévastés, incapables de comprendre pourquoi une mère commettrait un acte aussi horrible. Certains croyaient que la nature contrôlante de Donna et son état d'esprit instable l'avaient poussée à éliminer la personne même dont elle prétendait s'occuper. Une chose était certaine. Son crime froid et calculé a fait d'elle l'une des tueuses les plus troublantes de l'histoire récente. Notre prochain cas est celui de Catherine McManua, une femme de Floride qui a joué un rôle clé dans un complot meurtrier à gages. Sa réaction à sa condamnation à perpétuité vous laissera sans voix. Un nouveau rebondissement dans le complot présumé de meurtre à gages. La police en Floride a arrêté une mère célibataire, l'accusant d'avoir organisé le meurtre d'un professeur de droit éminent de l'État de Floride. Le 18 juillet 2014, Daniel Markel, un professeur de droit éminent de la FSU, rentrait dans son allée à Tallahassee, en Floride, lorsqu'un tireur l'a attaqué en plein jour. 2 coups de feu ont été tirés à bout portant, de manière exécutive. Markel n'avait aucune chance. Mais ce n'était pas un meurtre aléatoire. C'était un complot de meurtre à gages, orchestré par quelqu'un d'étonnamment proche de la famille. Au centre de tout cela, Catherine McManua. Catherine avait autrefois fréquenté Charlie Adelson, l'ancien beau-frère de Daniel Markel. Après que la sœur de Charlie, Wendy, ait divorcé de Markel, la famille aurait voulu l'éliminer définitivement. C'est alors que Charlie s'est tourné vers Catherine, qui avait des connexions dangereuses. Elle l'a présenté à 2 tueurs à gages, Sigfrido Garcia et Luis Rivera, et ensemble, ils ont mis leur plan mortel en action. Pour un paiement de $100 000, Daniel Markel était aussi bon que mort. La vitre côté conducteur est complètement brisée et il a du sang partout sur la tête. L'enquête a duré des années, mais lorsque les pièces se sont enfin assemblées, la vérité était glaçante. Les images de surveillance montraient une Toyota Prius rôdant autour de la maison de Markel. Les relevés téléphoniques liaient Catherine à la fois au tueur et à Charlie Adelson. Une conversation enregistrée secrètement où Charlie et Catherine discutèrent des détails codés du meurtre, riant, comme si la vie d'un homme n'avait pas été prise. Les preuves étaient irréfutables. En 2022, Catherine McManua a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de sollicitation de meurtre. Elle avait mis le plan en action. Elle avait encaissé le paiement. Elle était responsable que ceux qui ont appuyé sur la gâchette. Pour le 3e chef d'accusation, la sollicitation de meurtre, vous avez été reconnu coupable par un jury. Pour ce chef d'accusation, vous êtes déclaré coupable et vous serez condamné à une peine consécutive de 30 ans au département des corrections. Catherine a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, plus de peine supplémentaire de 30 ans. Le tribunal a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Au tribunal, Catherine McManua était restée immobile, alors que le juge prononçait sa condamnation à perpétuité. Pendant des années, elle a nié toute implication, affirmant qu'elle n'était qu'une intermédiaire et qu'elle n'avait aucune idée de ce que Charlie Adelson planifiait. Mais les preuves racontaient une autre histoire. Lorsque les mots « prison à vie » ont résonné dans la salle d'audience, Catherine a fermé les yeux, a expiré brusquement et a secoué la tête. Pour la première fois, la réalité de son sort s'est imposée à elle. Plus d'excuses, plus de demandes de clémence. Aucune issue. Détruit également. Les vies des 2 fils de Dan, mes petits-enfants, ont été à jamais bouleversées à cause de ce crime. Pendant ce temps, la famille de Daniel Markel, qui avait attendu 8 longues années pour obtenir justice, s'est embrassée avec soulagement. Leur combat était enfin terminé. Mais la perte de leur fils, frère et père ne serait jamais effacée. Catherine avait joué son rôle dans une exécution de sang-froid. Et maintenant, elle passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, payant le prix d'un meurtre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ensuite, nous nous tournons vers le cas de Tia Young, dont les décisions dévastatrices ont ébranlé ceux qui l'entouraient, soulevant des questions sur la confiance, la trahison et les conséquences de la colère incontrôlée. Elle a commencé à ajouter des choses qui n'avaient pas de sens. Quand nous avons parlé avec Tim, c'était la même chose. L'histoire n'était pas la même concernant le moment où ils se sont vus. Maintenant, il avait fait des choses qu'il n'avait pas mentionnées auparavant. Le 6 novembre 2017, George Young a été abattu et tué devant son domicile à Beaufort, en Géorgie. Sa femme, Tia Young, venait de perdre son mari depuis 22 ans, le père de leurs 3 enfants, dans ce qui semblait être un acte de violence aléatoire. Tia semblait dévastée, et son appel en larmes pour la justice a été diffusé au public. Elle a même créé un compte GoFundMe pour aider avec les frais funéraires. Des mois après la mort tragique de George Young, la vérité a commencé à se dévoiler de manière inattendue. Au début, le chagrin de Tia Young semblait sincère alors qu'elle pleurait la perte de son mari. Cependant, à mesure que l'enquête se poursuivait, l'histoire a pris un tournant choquant. La police a rapidement arrêté Tia et son amant, Harvey Lee, pour le meurtre de George.
il a été révélé que Tia et Harvey avaient une liaison et qu'ils avaient planifié ensemble de tuer George pour réclamer sa police d'assurance vie d'1 million de dollars. Swight, écoutez. Et des déclarations de oui-dire, hein? La défense ne retient pas ses coups contre le premier témoin de l'État, l'ancien patron et ami de Young, Rob Strickland. C'était mon homme. De confiance, il... Alors que les détectives creusaient plus profondément, ils ont trouvé de nombreuses incohérences dans les histoires que Tia et Harvey racontaient. Le chagrin initial de Tia et son appel émotionnel à l'aide ont commencé à s'estomper, et son comportement est devenu de plus en plus suspect. De nouvelles preuves ont commencé à émerger, y compris des messages et des relevés téléphoniques montrant la liaison. Il est devenu clair que leurs actions n'étaient pas celles de proches en deuil, mais plutôt de deux personnes impliquées dans un plan calculé pour un gain financier. L'enquête a révélé un réseau de mensonges, avec les actions de Tia et Harvey trahissant la confiance d'une famille qui croyait en leur amour et leur loyauté. Leur complot, autrefois caché, a été exposé, laissant la communauté incrédule face à la trahison et au chagrin qui ont conduit à la mort de George. Alors que le procès commençait, les preuves contre Tia et Harvey ont commencé à s'accumuler. Le jury a appris qu'après que George ait été abattu, Tia a attendu entre 5 et 10 minutes avant que la police n'arrive. Cela seul a suscité des soupçons, car il semblait inhabituel qu'une épouse tarde à demander de l'aide après que son mari ait été abattu. Les enquêteurs ont également découvert que l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, et les récits de Tia et Harvey ne concordaient pas. Leurs témoignages comportaient de nombreuses contradictions, ce qui rendait plus difficile pour le tribunal de croire à leur version des faits. Une enquête plus approfondie a révélé des messages textes et des photos dévoilant la liaison entre Tia et Harvey, exposant les secrets qu'ils avaient essayé de garder cachés. Un de leurs voisins a même vu Harvey manipuler des preuves, ce qui montrait clairement qu'ils essayaient de dissimuler leurs actions. Le jury a été choqué par l'ampleur de la trahison. Et l'impression que c'était lié? Les détectives étaient stupéfaits. Tia et Harvey n'étaient pas seulement l'épouse en deuil et l'amant compréhensif qu'ils prétendaient être. Ils étaient ceux responsables de la mort de George. La vérité était désormais indéniable. Les personnes qui auraient dû aimer et protéger George étaient celles-là même qui avaient comploté son meurtre pour un gain financier. Tia et Harvey ont tous deux été condamnés pour meurtre. Tia a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle plus 3 ans, tandis que Harvey a reçu une peine sans possibilité de libération conditionnelle. Mais Tia n'éprouve aucun remords pour son acte. L'affaire était un rappel déchirant des extrémités auxquelles certains iront pour de l'argent et comment la trahison peut venir de ceux qui nous sont les plus proches. Elle passera sa vie en prison. Un jury a déclaré Tia Young coupable de meurtre et d'agression aggravée. Son amant, Harvey Timothy Lee, a été reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et d'agression aggravée. L'histoire du meurtre de George Young a laissé tout le monde sous le choc. La femme qui pleurait devant la caméra en suppliant de l'aide s'est révélée être derrière la mort de son mari. La trahison, les mensonges et la manipulation ont montré comment une famille peut être déchirée par la cupidité et la tromperie. C'était une affaire tragique et émotive qui a soulevé de nombreuses questions sur la confiance, l'amour et le côté sombre de la nature humaine. Ces affaires révèlent les côtés les plus sombres de l'humanité. Des vies perdues, des familles brisées et la justice rendue. Bien que rien ne puisse effacer la douleur, ce souvenir de ces histoires nous garde vigilants. Le mal existe, mais la lutte pour la justice aussi. Mais il y a encore plus à découvrir. Notre prochaine vidéo à l'écran vous plonge plus profondément dans des affaires horrifiantes et les sentences qui ont laissé le monde stupéfait.